Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 18 de la saison 5 de Vikings. On arrive vraiment vers la fin et ça se sent. Et en même temps, cet épisode c'est encore problématique, j'ai envie de vous dire, parce que à chaque fois, je trouve que l'épisode est mou et il y a certains moments de génie, des éclairs de génie. Il y a eu des moments qui étaient très poignants, qui étaient très touchants. Il y a eu pas mal de choses intéressantes, mais encore une fois, en termes de rythme, c'est souvent lent et parfois il se passe des trucs. Donc du coup, j'arrive jamais à savoir si dans la globalité j'ai plutôt bien aimé, au contraire. J'ai envie de dire, vu qu'il y a des choses qui m'ont vraiment touchée, j'ai envie de dire que l'épisode m'a plu, mais il y a tellement de défauts aussi que c'est compliqué en fait. On va commencer comme souvent avec Floki qui va donc enterrer Ayud, et là on a Edge qui quand même fait une réplique auquel je m'attendais pas en fait. Je pensais vraiment qu'il aimait tellement sa famille et que justement c'est pour ça qu'il s'est vengé, et du coup ça avait du sens. Mais au final, quand on voit comment il parle d'Ayud, on se dit mais en fait il s'en bat les steaks quoi, c'est pas possible. En disant oui, c'était limite plus de ta fille que la mienne. Alors que bon, on connaît pas trop leur background par rapport à quand ils étaient à Kattegat, parce qu'on les a vraiment connus que quand il y a eu cette histoire de partir effectivement en Islande. Et du coup, Gigi dit ouais, bon, enfin un enfant, au final on connaît pas plus triste que ça. Sa femme, par contre, on voit bien qu'elle est très peinée, qu'elle est très touchée par la mort d'Ayud. Et du coup, Floki, qui déjà lui en veut à mort pour ce qui s'est passé, parce que au final, la famille de Gigi, c'était celle qui lui donnait le plus d'espoir, justement, par rapport, ne serait-ce que par rapport à ce qui se passait entre Helgi et Torun, mais aussi le fait qu'ils avaient l'air plutôt gentils, tout ça, et qu'ils pouvaient pardonner, donc mettre en place un cycle justement qui soit meilleur pour cette civilisation, qui soit vraiment une base saine pour la civilisation à venir. C'était eux qui devaient vraiment marquer le changement, et au final ce ne sont que des humains, comme l'avait bien fait comprendre JT avant. Mais de là à s'en ficher de sa fille, j'étais assez surprise. Je me disais mais en fait il s'était vengé par amour de la famille, mais en fait il aime certains mais pas d'autres, ou il s'en fout, c'était juste une question d'honneur, je sais pas. Donc ça m'a choqué, mais bon, comme c'est Edge, hein, comme on en parlait l'autre fois, voilà, au bout d'un moment le mec il nous a tellement surpris que je sais plus si on peut encore être étonné de ce qu'il va dire ou faire, en fait, c'est plus possible. Et là, ce que j'ai apprécié, c'est Floki qui a été plutôt chiant pendant toute la saison, hein, on va pas se mentir. Et là, il nous sort une punchline, enfin une réplique à glacer le sang. J'ai vraiment apprécié, et là on retrouve le Floki qui rigole pas, mais en même temps, effectivement, comme il explique, il a changé, et on le voit très clairement dans sa façon de parler. Avant, bon, il était un peu foufou, etc. Et on voit que c'est un petit peu un sage, enfin, je veux dire, il a pris de la bouteille, il a gagné en expérience, et surtout en sagesse, en expliquant que s'il avait pas changé, il lui aurait fait les pires immondices, quoi. Il aurait violé sa femme, il aurait violé son fils, non, je sais plus, c'est quoi. Je sais plus, il y a une histoire de testicules aussi là-dedans, je sais plus, tout le monde aurait pris hyper cher, en fait, c'est surtout ça, tout le monde aurait pris le tarif, quoi, clairement, et devant lui, il aurait vu toute sa famille souffrir, enfin, toute sa famille qui de toute façon est de connivence par rapport à cette histoire de vengeance, donc qui très clairement l'a mérité. Mais effectivement, il y a cette histoire de vengeance qui déjà elle l'a bien énervé comme pas possible, plus le fait que JT dise qu'il s'en fout d'Ayud. Donc là, autant dire que ça pouvait pas bien se passer, mais j'ai bien aimé justement cette façon de se contenir. En même temps, il explique toute sa rage, et on sent que JT, limite, il serait pas bien en fait. JT, il pourrait le tuer en 2 secondes comme ça, et pourtant, la force de son monologue, elle fait que il est pas bien. Moi, je serais pas bien non plus. Et donc Floki dit bah oui, mais moi je suis plus comme ça, donc je le ferai pas, et préfère s'en aller parce qu'il fait comprendre que eux ils ont pas changé effectivement sur ces terres, mais que lui, malgré toutes les épreuves qu'il a subies, malgré tous les sacrifices et tout ça, malgré tout ce qui ne s'est pas du tout passé comme il l'avait prévu, finalement il garde la foi en fait, quoi qu'il arrive. Et ce qui me perturbe un peu, c'est que j'ai l'impression que du coup tout ce passage en Islande, ça m'a fait tilter que maintenant plus ou moins, en me disant mais en fait est-ce que c'est pas un petit peu l'équivalent du purgatoire pour la mythologie nordique. Alors je sais pas si ça existe vraiment, certains qui s'y connaissent pourront me le dire en commentaire, mais en tout cas il a vraiment envie de voir les dieux. D'ailleurs il a dit j'ai failli même plus croire en vous, mais au final sa foi est tellement forte que peu importe les épreuves, peu importe tout ce qu'il a sacrifié, parce qu'il fait quand même comprendre qu'il a renoncé à beaucoup de choses, qu'il a sacrifié beaucoup de choses, donc quelque part ils lui sont un petit peu redevables. Enfin je veux dire voilà, il donne, mais il faut quand même que les dieux lui donnent quelque chose en retour, surtout qu'il a toujours été très très fidèle. Et donc il veut se rendre aux portes de Helheim, et il pense que les portes de Helheim, c'est en fait l'entrée de cette grotte, et Helheim, c'est de ce que j'ai compris, ça fait partie des 9 mondes. Cependant, aller là-bas, ça veut dire qu'il n'y reviendra plus, ça veut dire qu'il passe quelque part dans le royaume des morts. Alors c'est un peu compliqué, enfin j'ai pas trouvé grand-chose par rapport à ça, je chercherai plus en profondeur, et je vous en dirai plus la prochaine review, mais il semblerait que ce soit un endroit où vont soit les gens qui sont morts de vieillesse ou de maladie, mais aussi des personnes qui n'ont pas été très bonnes dans leur vie. Donc est-ce qu'on peut comparer ça un peu à l'enfer? Peut-être. Encore d'après ce que dit Wikipédia, ça a l'air d'être vachement influencé par la chrétienté, donc ça c'est un peu compliqué. Du moins en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est un endroit qui est réservé aux morts, et que
que une fois qu'on y va, on n'y revient plus. Donc le fait qu'on fasse tout un suspense justement à la fin de l'épisode, c'est parce que cet acte-là, d'entrer dans cette grotte, si vraiment effectivement ce sont les portes de Helheim, ça veut dire que Floki va vers la mort, il est en train de se suicider. De toute façon, il arrive à sa fin, il n'a plus rien à protéger, il n'a plus personne à qui tenir. Techniquement, si, les fils de Ragnar, mais bon, ils ont tellement occupé que je pense que Floki, c'est un peu le dernier de leurs préoccupations. J'ai l'impression que c'est vraiment la dernière solution pour pouvoir rencontrer les dieux, et d'ailleurs, il l'encourage dans cette voie, parce qu'on a à un moment donné donc un essaim d'abeilles. L'essaim d'abeilles, on l'avait vu avec une sorte de déesse que j'ai pas réussi à identifier d'ailleurs, qui s'était montrée au niveau des chutes d'eau. Ce qui veut dire que techniquement, les dieux l'encouragent vers la mort et l'encouragent à aller les voir. Donc si c'est vraiment ces Helheim, on reverra pas Floki. Enfin, je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont essayer de nous représenter vraiment l'endroit, ou est-ce que ça va être une hallucination de Floki pendant qu'il va mourir, quelque chose comme ça, je sais pas, je vois bien quelque chose comme ça. Si jamais il devait mourir, je pense que ça va être un mélange entre réalité et hallucination, et du coup il faudra un petit peu essayer de départager les deux. D'autant plus que là, sur le trailer du prochain épisode, on voit quasiment pas Floki, donc je me dis ouais, ça peut laisser vraiment place à tout un tas de choses, mais je pense qu'on va vraiment vers sa mort. De toute façon, il y a plus grand chose à raconter, et qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner à Kattegat, enfin c'est le bordel, je vois plus trop le placer, donc je pense que c'est la fin. Et par rapport à la phrase du voyant qui dit tout le monde rentre un peu plus dans les ténèbres, je trouve que ça a du sens, parce que quand on voit il y a Floki, Lagertha, Ivar, Judith et Harald qui s'enfoncent un petit peu plus dans le néant, qui s'enfoncent dans la douleur, dans la souffrance, qui vont de plus en plus mal, je pense qu'on peut partir là-dedans. Ça veut dire que les ténèbres, ça peut être effectivement des souffrances, mais ça peut être aussi la mort. Et bon, pour Floki, ça a l'air d'être le cas, pour Lagertha, ça peut très fortement être le cas, pour Judith, on sait que c'est le cas. Donc des heures sombres arrivent peut-être à la fin de cette saison 5, qui marquerait un gros changement à partir de la saison 6. Beaucoup de personnages vont peut-être disparaître. Oubé, en tant que nouveau commandant de l'armée, propose une solution diplomatique, et je pense que c'est aussi pour ça que Alfred l'apprécie beaucoup, enfin c'est même certain que c'est pour ça d'ailleurs, c'est par rapport à ses frères, lui il va pas rentrer dans l'art, il va plutôt réfléchir stratégiquement. Donc là il y a cette volonté à la fois de sauver des vies, et d'éviter effectivement un conflit qui pourrait être totalement évité, mais c'est peut-être aussi et également de ne pas avoir à nouveau à se battre contre ses frères vikings. Ils sont quand même de la même culture, donc je pense que ça le chagrine quand même pas mal d'avoir à se confronter à eux à chaque fois, c'est quand même terrible pour lui. D'ailleurs, il a l'impression qu'il va être renié ou quoi que ce soit par cette culture, parce que quand il arrive pour rencontrer les trois rois, il est pas trop à l'aise, hein. Et il est très étonné lorsqu'il se rend compte qu'il est acclamé, enfin il est très très bien accueilli, les gens limite l'encensent. Il est donc temps de négocier, et première chose que dit Witserk, c'est je ne suis pas votre ennemi, parce que de toute façon, en fait j'avais déjà fait un deal avant que vous arriviez les gars, enfin vous arrivez après la bataille, voilà, enfin donc du coup techniquement je suis pas votre ennemi, parce que cette alliance là, elle a été faite avant, donc elle a pas été faite contre vous pour vous chercher des embrouilles, très clairement. Il y a quand même un gros respect, voilà, même si tout le monde n'est pas d'accord, si tout le monde n'a pas forcément les mêmes intérêts, il y a quand même un grand respect, une grosse fraternité qu'il n'y a pas justement du côté, que ce soit des Anglais, enfin ou des chrétiens tout court, je trouve. C'est que chez les Vikings, on n'est pas forcément du même clan, on n'est pas forcément du même royaume, on n'a pas forcément les mêmes ambitions, et pourtant ça nous empêche pas de nous respecter même si on est adversaires. Il va donc proposer un deal, et le deal c'est de faire en sorte que leur peuple puisse s'installer sur les terres d'Estanglie, donc c'est comme si en fait il cédait quelque part un petit peu ce que lui a donné Alfred, enfin il le partage du moins avec d'autres frères vikings, parce que le principe d'aller conquérir ces terres, ça va être d'avoir des richesses, ça va être aussi d'avoir des terres effectivement, en partie également ça va leur servir aussi à cultiver, etc., parce que voilà, ils sont dans des endroits quand même beaucoup plus froids, où les terres sont pas tout aussi fertiles, et donc là il y a beaucoup à gagner, d'autant plus que ce qui met dans la balance, c'est vous allez avoir des terres, mais c'est gratos en fait, vous allez même pas avoir des gens qui meurent, vous allez même pas avoir à vous fatiguer, c'est-à-dire que là, on fait un deal, vous êtes d'accord, c'est acté, c'est fini, voilà, on partage les terres ensemble, tout le monde vit ensemble, tout se passe bien, vous pourrez en plus nourrir vos peuples, vous pourrez vivre dans la prospérité, tout se passera très bien, sans avoir à faire le moindre effort, donc c'est quand même un deal qui est assez intéressant. Mais on voit qu'il y a l'un des rois, il est un peu relou, lui il va nous casser les pieds totalement. Alors déjà il s'intéresse à Torvi, ça lui plaît pas trop, mais il dit ouais de toute façon c'est ma femme, c'est une guerrière en plus, donc tranquille toi, je pense que Torvi ça lui plaît bien. Donc le Frodo là, le Frodon saké, on sent bien qu'il va casser les pieds. Donc les deux rois acceptent et donc pas ce fameux Frodo, et donc pour Roubaix c'est une bonne occasion de le provoquer au duel plutôt que de partir sur un échec et de se dire bon bah tant pis, il y en a un qui a pas accepté, bon bah on va préparer notre armée et puis c'est parti. Il a trouvé une autre solution qui est de se mettre en danger lui-même, et je pense qu'Alfred va beaucoup apprécier, et je pense qu'il va dire mais t'es fou en fait, tu t'es mis en danger pour moi, enfin pour nous aider,
alors que bon, par rapport à toutes ces choses qui sont passées. Et Thorville encourage Adam en disant de toute façon, je serai là à tes côtés, si on doit mourir, on mourra ensemble. Effectivement, Ube va se mettre en danger pour Alfred, pour le Wessex. Pourquoi pas? Après, bon, c'est une question d'honneur aussi. Il a quasiment donné sa parole, en fait, de réussir à battre ces Vikings, donc peu importe le moyen, même si il peut se retrouver seul à le faire. Tous les moyens sont bons, et en plus, ça ne risquera encore une fois aucune autre vie que la sienne, donc à voir comment ça va se passer. Je pense pas qu'Ube va mourir. Peut-être même que le duel ne finira pas par la mort d'un des deux, je sais pas, que finalement quelqu'un va changer d'avis, il va y avoir un événement qui va peut-être perturber tout ça, je ne sais pas. Mais j'espère que le Frodo va rester parce que je sais pas, je l'aime bien, je sens qu'il peut être un peu chiant sur les bords et j'aime bien l'aspect du personnage, donc pourquoi pas le voir un petit peu plus longtemps, ça serait bien. Vitserk souhaite rencontrer Olaf le Gros, c'est comme ça qu'il l'appelait Ivar, hein, faut que je leur dise ce qu'il a dit, et donc il frigorifiait comme pas possible, hein. Il est arrivé, limite le mec bientôt il va avoir des enjeux partout, et puis au final quand il veut se réchauffer on lui dit bah non, on le taquine un peu, j'ai l'impression que c'est un royaume où les gens sont assez taquins et tout ça, je trouve que ça peut donner lieu à des situations très drôles et j'avoue que j'aurais bien aimé connaître cet endroit avant. Qui va se retrouver à Walp devant tout le monde et il y a une femme qui va rigoler, je me dis mais pourquoi elle rigole? Enfin je veux dire si elle rigole ça veut dire que c'est pas ce qu'elle a vu, c'est pas incroyable, au contraire même. Dis bon, je pensais que les fils de Ragnar étaient plutôt bien équipés, bon apparemment ça doit pas être le cas. Enfin, peu importe. Vitserk va donc se retrouver dans un sauna avec Olaf et il est toujours, ce qui est marrant c'est qu'il est toujours resté dans son truc de bouddhisme et tout, ça l'a vraiment marqué, c'est pas juste une curiosité qui a été ponctuelle, c'est une curiosité qui continue à le hanter et je pense que vraiment il est sincèrement intéressé par cette religion. Et c'est marrant parce que oui, quand il dit qu'il a l'impression d'halluciner et qu'il est devant Bouddha, c'est vrai que l'aspect physique il est tout comme quoi, je veux dire on dirait vraiment Bouddha quoi, donc sur le moment j'ai tiqué, mais il hallucine vraiment ou c'est comment en fait, je sais pas. Effectivement, la confusion est bien fait exprès. Olaf, on sent très vite que c'est quand même quelqu'un de bienveillant et lui aussi c'est quelqu'un de taquin. Je pense que le personnage peut être assez intéressant, j'espère qu'on le reverra aussi. Je trouve que les nouveaux personnages, en tout cas dans cet épisode, étaient plutôt cool. Et la première question qu'il a posée, c'est comment règne Ivar? C'est ce qui l'intéresse le plus et ce qui fait que, en fonction de la façon dont il va régner, est-ce qu'il va accepter ou pas accepter une alliance? Je pense qu'il a pas envie de s'associer non plus avec tout le monde et n'importe qui, et surtout peut-être aussi se faire trahir par la suite, ou enfin voilà, il y a peut-être des intérêts personnels, mais je pense que c'est quelqu'un de très sincère, quelqu'un de très vrai, et qui veut s'associer avec des personnes qui sont bonnes en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop compris quand Olaf il a refusé d'aider Vitserk, parce que j'étais persuadée que comme Vitserk l'avait vendu comme un réel tyran, ce qui est vraiment le cas, du coup c'était un petit peu bizarre qu'il accepte quand même de faire alliance. Est-ce que c'est parce que c'est une question de parole ou je ne sais quoi? Donc au final Vitserk va quand même être un petit peu malmené, mais je me demande si c'est pas encore fait exprès. Mais c'est bien parce que ça le forge un peu plus, et puis par la suite il arrivera mieux à négocier les choses. En tout cas ce qui a intéressé Olaf, c'est que malgré le fait qu'il soit malmené, Vitserk reste quand même sur ses convictions, c'est-à-dire qu'il n'ira jamais dans le sens d'Ivar et sera toujours contre. Et je pense que de faire ça, c'était une manière pour Olaf de savoir si Vitserk mentait ou non, parce que Vitserk, voilà, c'est son frère, il pourrait très bien dire voilà, je veux que vous vous battiez avec moi contre Ivar pour que moi je récupère le trône. Il pourrait très bien mentir en disant que c'est un tyran ou quoi que ce soit, mais au final le fait que même sous la torture il ne cède pas, ça veut dire qu'il dit vraiment la vérité et que ses convictions sont plus fortes que son physique, son mental est plus fort que son physique. Il va donc dans son sens, ils vont donc pouvoir attaquer Ivar qui l'aura clairement mérité. À Kattegat, le totem d'Ivar a été mutilé, il a été découpé en deux, mais c'est un geste qui est purement symbolique, qui permet de montrer au peuple de Kattegat que non, tout le monde n'est pas à la botte d'Ivar, tout le monde ne le vénère pas et qu'il y a encore des rebelles, et ça peut pousser justement certains à justement recréer peut-être des groupes soudés de rébellion, et justement l'union fait la force. Donc pour quelqu'un qui ferait semblant de le vénérer, voir effectivement qu'il n'est pas seul à faire semblant et qu'au final il y a des gens qui sont prêts à le destituer, enfin le tuer ou à le dégager du trône, c'était ça l'idée de base. Mais le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comment la compagne de Vitserk s'est dit je vais pas me faire tuer en fait, et il va pas me faire des trucs horribles. Peut-être qu'elle pensait pas qu'elle allait se faire cramer, enfin bon, la nana elle regarde le truc et puis elle voit Ivar et puis hop elle se barre. Plus cramé que ça, il y a marqué cramé, enfin là c'est spotted sur la tête. Ivar va donc vouloir lui parler et il va essayer la première manière. La première manière ça va être d'essayer de faire la victime. Moi j'essaie de bien gouverner, je veux votre bien, mais toi pourtant tu me critiques et tu me veux du mal, enfin voilà, pourquoi tu fais ça, pourquoi tant de haine en fait, voilà, tel le gueule total. Et il veut absolument une explication parce qu'il veut comprendre pourquoi les gens le rejettent. C'est quelque chose qui l'a marqué toute sa vie, sa vie est marquée par le rejet, et peu importe ce qu'il fait le rejet, parce qu'il est handicapé,
c'est le rejet, parce que c'est un tyran en fait, quoi qu'il fasse, ou parce qu'il n'est pas comme les autres, n'a pas la même façon de penser, peut-être parce que s'il a trop d'ambition, c'est quelqu'un qui est rejeté quasiment quoi qu'il fasse. Et lorsqu'elle explique que son père lui a dit qu'à l'époque de Ragnar, tout le monde était quand même heureux, tout le monde était libre, et surtout que personne ne forçait le peuple justement à le vénérer, parce qu'il savait très bien que c'était un humain et non un dieu, il le prend très mal. Alors il y a un moment, on a un doute, on se dit peut-être que finalement il va peut-être se remettre un petit peu en cause, se remettre un petit peu en question, d'autant plus qu'elle parle de Ragnar, donc Ragnar est censé être quand même son modèle. Pourquoi il irait à l'encontre de ce que voulait faire Ragnar et de sa façon de régner? Mais il reste fidèle à lui-même, et surtout je pense que le fait qu'elle lui ait dit te sens que c'était qu'un homme, au niveau de l'ego c'est pas passé du tout, et donc lorsqu'il la laisse partir, c'est ce moment où on se pose la question, est-ce que Ivar tu préfères être aimé ou est-ce que tu préfères être craint, se pose la question. Et une fois qu'on voit qu'elle se retourne 50 000 fois parce qu'il y a une garde, on a compris que de toute façon il va arriver ce dont on se doutait. D'ailleurs le guet-apens est quand même assez... cette scène-là, elle était terrible et vraiment bien faite. Il se retrouve dans un endroit où sa famille se fait brûler, notamment son père qui effectivement a dit qu'à l'époque de Ragnar ils étaient plus heureux et tout. Donc il considère toute sa famille comme des traîtres. Et non seulement elle va se faire tuer, mais avant elle va voir quand même une partie de sa famille brûlée, et lorsque elle va mourir, ça va être sous les yeux de sa famille. Et pendant ce temps, en même temps, il y a le discours de Witserk qui dit que son frère est un tyran, et il en est bien conscient, mais il a laissé quand même sa compagne derrière lui. Donc là aussi, stupidité, je sais pas trop. Enfin, les deux, c'est pas les lumières du jour. Hein. La scène était vraiment terrible à regarder, c'était pas insoutenable, mais franchement, c'était bien fait, c'était très très bien fait. Enfin, les cris, la souffrance et tout, de voir sa famille comme ça, et puis surtout, non seulement elle voit sa famille brûler, mais en plus, elle a tout sentiment de culpabilité, parce que si elle avait pas fait ça, peut-être qu'elle aurait pas eu de problème. Enfin, bon, comme le mec il est cinglé, de toute façon, bon, j'aurais pas donné cher de sa peau dans tous les cas, mais peut-être que sa famille aurait survécu. Et c'est pas, elle va avoir une mort rapide, du genre elle va se faire pendre, c'est-à-dire même sa famille s'est brûlée vif. Enfin, la violence du truc, il aime bien utiliser le feu d'ailleurs. Et c'est là où d'ailleurs la transition est intéressante, parce qu'on le voit regarder le feu, et il y a toujours des transitions qui sont assez malines, assez ingénieuses. Mais ouais, c'était une grosse scène de cet épisode, et effectivement, en termes de cruauté, plus ça va, plus ça augmente. Et effectivement, même si Ivar, on jouait beaucoup sur son ambiguïté de se dire, effectivement, il est un peu cinglé sur les bords, hein, il est un peu particulier dans sa tête, mais en même temps, s'il est méchant, c'est parce que tout le monde l'a rejeté et tout, c'est assez compliqué. En même temps, on est un peu fasciné par le personnage, mais il est devenu à tel point cruel, et en plus, à cause d'une femme qui lui fait croire que c'est un dieu et tout ça, qu'on est un peu déçu qu'il n'y ait plus cette nuance, en fait, de est-ce qu'il est gentil ou non, et même jusqu'à la fin, j'avais envie d'y croire, je me disais, ça se trouve, il va pas la tuer et tout, mais non. Je pense que j'essayais de nier le truc, mais je savais, c'était une évidence que de toute façon, il allait pas la laisser s'en tirer. Là-dessus, on peut prévoir que Ivar va perdre Kattegat et va partir en Irlande. Je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. En attendant, l'accouchement de Freydis ne se fait pas dans les meilleures conditions possibles. Enfin, ça se passe pas bien. D'autant plus qu'il y a certains signes qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'une fois qu'elle accouche, alors en plus Ivar il va ça, il fait oh mon dieu, c'est terrible. C'est quand elle veut prendre son enfant, elle veut l'allaiter, et la sage-femme lui fait comprendre qu'elle ne peut pas l'allaiter. Et quand Ivar demande pourquoi, en fait, sa femme, en gros, elle coupe la parole. Alors, lui, on nous explique pas pourquoi elle ne peut pas l'allaiter. Je pense que ça aura peut-être un rapport avec son handicap, parce qu'il y a quelque chose au niveau de la bouche, ou je sais pas, il y a un truc qui doit être bizarre pour qu'elle puisse pas l'allaiter. Je pense pas que ça vienne d'elle, mais je pense que ça vient plutôt de l'enfant qui peut pas mettre sa bouche. Je sais pas ce qu'il peut avoir comme... je sais pas, c'est un monstre le truc, je sais pas ce que c'est, et ça doit pas être un humain. Et donc là, c'est le moment où on peut dire, bon bah Ivar, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est un fils. J'ai une mauvaise nouvelle, il ressemble à un monstre, il a un handicap, on sait pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être terrible. Déjà, il regarde son visage, donc ça veut dire que ça a l'air d'être sur le visage, donc je pense qu'effectivement, ça a un rapport avec le fait qu'elle puisse pas l'allaiter. Et elle, qui fait un peu le papier cadeau, en mode, oui, mais de toute façon, s'il est handicap et tout, ça veut dire qu'il est divin, qu'il est comme toi et tout ça. Enfin, en gros, normalement, le fait qu'il soit handicapé, ça prouvait encore plus que c'était son fils. Et Ivar va tilter. Je me suis douté que la nouvelle allait pas être prise super bien, parce que il en a souffert d'avoir été handicapé, il en souffre toujours, mais il a souffert toute sa vie, et reproduire la même chose avec son enfant, il veut vraiment pas qu'il vive ça, parce que de toute façon ça l'a transformé aussi en ce qu'il est. En fait, en plus il comprend, parce que son fils n'est pas divin, il comprend que par conséquent il n'est pas un dieu. Peut-être qu'il comprend justement qu'il a fait tout un tas de choses cruelles, peut-être pour rien, parce qu'au final il s'est pris pour quelque chose qui n'était pas du tout, et qu'il est peut-être cinglé. Et cet enfant le renvoie à lui-même, c'est-à-dire que cet enfant sera non seulement
tellement la preuve au peuple que Ivar n'est pas un dieu, mais en plus qu'il engendre que des enfants qui ont des handicaps. Donc ça commence à faire pas mal de choses. Et on peut totalement reprocher à Ivar le fait qu'il refasse la même chose qu'avait fait son père, c'est-à-dire de l'abandonner dans la forêt, alors que son père l'a laissé dans la forêt à tort, puisque quand même Ivar est devenu par la suite un guerrier, il a pu faire tout un tas de choses, son handicap a même été une force pour lui, parce que même après, Ragnar ayant vieilli, il lui a fait comprendre qu'il était spécial, et que parce qu'il était spécial, il ferait de grandes choses. Et le fait que son père lui mit ça dans la tête, qu'il a totalement intégré, et qu'au final, il fasse totalement l'inverse avec son fils, qu'il fasse justement les premières bêtises qu'avait fait son père, ça a pas trop de sens, c'est assez débile, et en plus, on voit dans le trailer du prochain épisode que clairement, Ivar a compris que cet enfant n'était pas le sien. Je pense que pour Freddy, ça va complètement barder. Alors elle, en plus, qui va savoir que Ivar a tué son fils, elle a beau avoir tout fait pour être auprès d'Ivar, devenir reine, etc. Son enfant, ça reste son enfant. Pour une mère, c'est quand même ce qui est le plus important au monde, donc quitte à se retourner contre Ivar, c'est possible. Sachant que c'est pas son enfant, je sais pas ce qu'il va faire la petite Freddy, mais elle va pas faire long feu. Donc Ivar va se retrouver face à l'adversité, avec tous ses doutes, avec ses remords, et il devra vivre en plus avec le fait qu'il a tué son fils parce qu'il était handicapé. Enfin voilà, il y a toute une hypocrisie dans cet acte qui le rend encore plus abject, et lorsqu'il aura des remords, je pense que très clairement on s'en foutra. Du côté de Björn, tout va bien, il se marie avec Gwenhild, il a une alliance pour pouvoir battre Ivar, il est aux côtés de son frère Magnus, donc tout va bien dans le meilleur des mondes possible, mais Harald ne le voit pas de cet œil. Finalement, Harald, je pense que plus ça va, plus il va se rendre compte qu'il a presque plus de raisons de détester Björn qu'il en a de détester Ivar. Ivar, c'était vraiment un truc voilà, c'est la personne qui passait pas. Mais là, Björn, qui donc se marie avec la femme qu'il convoitait, qu'il désirait, c'est du désir qui est tellement fort qu'il s'est transformé en amour. Je pense que c'est surtout ça. Enfin, il regarde tout le temps et tout. Il s'imagine à la place de Björn, donc il s'imaginerait bien le tuer pour pouvoir la récupérer, ça c'est certain. En tout cas, Gwenhild, qui fait comprendre qu'elle avait un petit peu joué je laisse une petite porte ouverte, mais en fait pas trop. Qui, non, mais en fait, oui, je voulais bien être reine, mais j'ai pas dit que je voulais que tu sois mon roi, donc voilà, friendzone, directly. Et autant dire que le pauvre n'a vraiment pas de chance en amour, et je pense qu'il n'en aura pas du tout. Et puis Björn, une fois qu'il a ce qu'il veut, enfin voilà, il a sa femme, il a son armée pour pouvoir partir chatouiller Ivar, pourquoi t'as besoin d'aller titiller ton allié qui déjà est blasé comme pas possible en fait? Le mec il a grave le seum et tu vas rajouter, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je ne crois pas du tout. En appuyant bien là où ça fait mal, oui, c'est moi qui ai Gwenhild, et toi tu l'aimais mais c'est moi qui l'ai eu, et puis moi je suis un fils de Ragnar, et puis de toute façon tu seras jamais comme Ragnar, tu l'enviais, enfin tu m'envies, t'envies Ragnar, et au final tu ne seras jamais Ragnar parce que les dieux l'ont choisi lui et ne t'ont pas choisi toi. Enfin, de toute façon Ragnar était censé être un descendant d'Odin, etc. Donc autant dire qu'Harald n'avait aucune chance, mais autant bien les fait comprendre, tu peux pas te comparer à Ragnar, mais tu peux pas te comparer à moi non plus en fait. Dans tous les cas, la famille t'a totalement surpassé et tu n'arriveras jamais à être roi de la Norvège. Comment tu peux balancer ça alors que justement t'avais dit qu'après ta mort tu laisserais le trône de Kattegat à Harald, qui entre-temps justement aurait fait en sorte de devenir roi du reste du pays, donc il manquerait plus que Kattegat. Clairement t'es en train de faire comprendre que le pacte qu'il fait, il sert à rien en fait. Quel intérêt il a au final de venir se battre à tes côtés? Mais Harald la joue bon joueur, on voit qu'il prend vraiment sur lui, et ça peut être assez flippant pour la suite. Puis en plus, il les cumule vraiment. Magnus qui arrive et qui est très heureux, qui dit je suis au mariage de mon frère, et c'est grâce à toi que j'ai retrouvé Björn, c'est ma famille, etc. Donc déjà, on lui a pris Gwenhild, et puis Magnus qui finalement a commencé à avoir une profonde amitié, un profond respect pour Harald qu'il admire parce que lui c'était le seul qu'il considérait et ça pouvait quasiment être son membre le plus fidèle. Et même Magnus il préfère la compagnie de Björn, même Magnus il préfère Björn à Harald, tout comme Gwenhild. Visuellement, j'ai trouvé le plan du mariage qui était très, très travaillé, avec les particules et tout. Enfin, c'était extrêmement bien filmé. Il y avait pas mal de plans d'air qui étaient hyper intéressants, notamment donc celui-là. Et le plan de fin avec Floki qui va donc dans la grotte, qui va rentrer dans la grotte et tout, j'ai trouvé juste extraordinaire. Je trouve d'ailleurs que c'est de mieux en mieux filmé. Et je trouve que ça, plus ça va, plus justement ça donne un petit côté cinématographique que j'aime beaucoup. Je sens que le petit Magnus va pas faire long feu. Magnus qui dit t'aurais très bien pu me tuer, mais tu m'as pas tué. J'ai l'impression qu'Harald il a envie de dire mais là ça me démange.
franchement là, je suis vraiment pas loin, donc commence pas à me casser les noisettes, sinon ça va pas le faire. Et Magnus qui dit on va prendre la mer, tout va bien se passer, ça va être génial. Harald qui dit un peu quand même, les bateaux peuvent couler quand même, hein, peut-être pas non plus trop sûr de soi, on sait jamais. Un accident est vite arrivé, voilà, un problème, une tempête est vite arrivée. Et Magnus, qui est persuadé d'être un fils de Ragnar, se dit mais de toute façon les dieux m'ont toujours protégé, j'en suis rendu compte, et ils me protégeront toujours. Donc le Magnus, on sait que déjà il va faire blop blop dans l'eau, hein, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il se noie. Et je verrais même une scène où Harald serait sur un autre bateau et il n'essayerait même pas de le sauver, en fait, le regarderait dériver, enfin voilà, se noyer sans même l'aider. Je vois bien un truc comme ça. Franchement, si j'étais scénariste de Vikings, je ferais ça. Très sadique quand j'y pense. Et Magnus qui croit qu'il est le fils de Ragnar, finalement s'apercevrait en voyant que les dieux ne le protègent pas qu'il n'est pas du tout le fils de Ragnar, donc ça serait assez ironique et assez drôle, tout en étant très cruel. On va passer au côté féminin de cet épisode parce que, même si Torvi a aligné plus de 2 mots dans cet épisode, ça en fait pas quand même un facteur féminin important de cet épisode. On va donc parler de Judith qui, j'ai l'impression, est chez une... Alors, je sais que c'est une guérisseuse, je pense pas que ce soit une sorcière, mais c'est une guérisseuse. Je pense qu'elle essaie de par tous les moyens de trouver une solution à son cancer. Oui, parce qu'on voilà, on met un petit peu de thym et du laurier avec un petit peu d'huile d'olive, et ça y est, on n'a plus de cancer à l'époque. Mais en tout cas, elle essaie ce qu'elle peut pour pouvoir guérir, je suppose, peut-être mourir avec moins de souffrance, quelque chose comme ça. Et par le plus grand des hasards, mais comment c'est possible? Eh bien, Lagertha a été recueillie par cette guérisseuse, et Lagertha est dans un état de choc psychologique très avancé, mais pire que ça, elle a les cheveux courts. Plus que son état psychologique, moi ce qui m'a choqué c'est les cheveux, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà vous nous faites les cheveux gris, et puis maintenant les cheveux plus courts, enfin je veux dire bientôt vers la coupe à Cersei. Judith va prendre Lagertha sous son aile, elle va prendre soin d'elle, elle va la ramener donc au château. La première personne que va appeler Lagertha, ça va être Björn, et par la suite va arriver ce moment d'hallucination, de rêve, on sait pas trop ce que c'est. On passe du moment où effectivement elle s'enfuit du combat, enfin elle part du combat après la mort de Haemond, et on la voit arriver vers le lieu où s'est fait exécuter Ragnar, et elle vit la scène comme si elle avait été, alors rappelons-nous, elle n'avait pas été là, mais elle vit toute cette scène, elle voit Ragnar mourir, et cette scène est touchante. Je vous avoue que j'ai lâché ma petite larme, parce que c'est avec la musique et tout, c'était déjà, bon voilà, quand Ragnar est mort, c'était PLS total. Et là, de revoir la scène, et en plus, en imaginant que du coup, Lagertha a été spectatrice de cette scène, c'est le moment où elle s'effondre quand il tombe dans la fosse à serpents, c'est terrible. Et ça, c'était vraiment la scène puissante de cet épisode, et encore une fois, magnifiquement filmée, et le moment, elle est dans la cage comme ça, elle le regarde en contrebas, et il la regarde, parce qu'en plus, sachant que de toute façon, ils n'ont pas retourné la scène, et ils ont réussi à refaire ça d'une façon qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont à nouveau tourné ensemble, en fait. C'est hyper déchirant, et ça explique tout un tas de choses, et notamment le fait, justement, parce qu'on se rappelle bien que Lagertha, après avoir tué Astrid, avait donc les cheveux gris. Après que Haemond soit mort, elle a eu ce choc psychologique. Et en fait, je pense que c'est là où elle réalise qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'elle aimait très fort qui est mort, c'est comme si Ragnar mourait une nouvelle fois, en fait. Je pense que c'est ça, c'est qu'elle a finalement pas fini de faire le deuil de Ragnar, et que techniquement, lorsque Ragnar est mort, il y a une partie de Lagertha qui est morte avec lui. Et elle se souvient aussi de beaux moments, comme quand il lui a dit oui, ça veut dire que tu me donnes ton cœur et tout. C'est hyper déchirant. Franchement, c'était très dur à voir. Et en même temps, c'est beau parce qu'on se dit, mais peu importe le nombre de personnes qu'elle a pu avoir dans sa vie, qu'on pouvait penser qu'elle avait aimé, en fait, c'est un peu comme Björn. Hein. Finalement, ils ont plein de personnes auxquelles ils sont attachés, mais finalement, en termes d'amour pur, ça a été seulement Ragnar. Et je pense que maintenant, elle réalise à 100% qu'il est plus là et qu'une partie d'elle est partie avec lui, que ce sera plus jamais pareil et que finalement, elle ne sera plus jamais la même. D'ailleurs, elle le dit lors du repas, donc elle dit qu'elle a changé, et j'aime bien cette façon, enfin, je trouve que les dialogues de Lagertha est assez intéressant en disant je ne suis plus la guerrière au bouclier parce que mon bouclier s'en est allé, pas juste elle a perdu son âme de guerrière ou elle a perdu Haemond. Je pense que c'est plutôt pour dire en fait quand Ragnar est mort, il n'y a plus de Lagertha en fait. Finalement, c'était terminé depuis ce moment-là et je m'en suis pas rendu compte. Bon, après, c'est mon interprétation personnelle, mais vu que Ragnar est vraiment celui qui lui a permis de redevenir saine d'esprit, c'est-à-dire que voilà, elle est dans son choc psychologique, et le moment où elle voit Ragnar et même qu'elle vit cette scène, après elle redevient saine d'esprit. Donc ça veut dire que Ragnar est un déclencheur et la problématique de son mal-être et qu'il est totalement au centre de toutes ses émotions en fait. Et donc j'apprécie que Judith soit bienveillante avec elle, qu'elles soient les unes l'une avec l'autre bienveillantes, puisqu'au final elles se rendent compte qu'elles ont des points communs. Ce sont deux femmes qui sont brisées, et arrive une scène qui m'a limite fait rigoler. Alors Judith dit bien donc qu'elle a tué son fils et qu'elle va mourir. Et on a Swiss qui fait «
oh no, il est complètement bouleversé. À quel moment Judith a dit à Elswith qu'elle avait tué Ethelred en fait? Je suppose que de toute façon Alfred l'a dit, mais d'ailleurs, chose qui encore une fois m'épate, d'accord, elle a tué Ethelred et tout, donc Alfred était fou de colère, de douleur, etc. Mais maintenant on passe à autre chose, enfin je veux dire, ça y est, tu me passes le poulet s'il te plaît, c'est bon, ok, tout va bien, tout le monde dîne ensemble, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise ambiance ou quoi que ce soit. Même Judith a l'air même plus préoccupée par sa propre mort que par le fait qu'elle a tué son fils, enfin je veux dire, tout le monde a oublié, enfin on est passé à autre chose next. Et on se rend compte qu'Elswith était effectivement très très proche de Judith, c'est vrai qu'elle se serrait beaucoup les coudes, et sa réaction m'a trop fait rire, c'est « Oh je ne pourrais le supporter, quel supplice !» quand elle sait que Judith va mourir. Donc confirmation effectivement que Judith a un cancer du sein, elle a une grosseur au niveau du sein. Donc bon, de toute façon la scène qu'on avait vue laissait pas trop de place au doute. Et Lagertha du coup interloquée en se disant mais finalement Judith également se retrouve vulnérable, autant Lagertha a perdu tout son côté guerrière, enfin physiquement ça se voit parce qu'elle a les cheveux plus courts, voilà, qui ont été déchiquetés, enfin je sais pas ce qui s'est passé, elle a dû s'accrocher dans un arbre ou un coup d'épée, capillairement il y a un délire. Et en plus de ça, elle est défigurée, enfin la Lagertha qu'on a connue, on la reconnaîtra plus jamais psychologiquement et physiquement parlant, donc on est sur une Lagertha qui est sur sa fin, et on a une Judith qui médicalement parlant et sur sa fin, donc deux femmes qui ont bien vécu. D'ailleurs j'aime bien parce que je les mets en comparaison toutes les deux en disant j'ai été une guerrière sur le terrain, mais enfin vous avez été une guerrière à votre façon aussi. C'est vrai que Judith a vécu des trucs atroces, mais à côté elle a dû être fine, stratège, elle a dû survivre à tout un tas de choses, de tout un tas de gens. Ça a été une battante tout comme Lagertha, toutes les deux d'une façon différente, et maintenant elles arrivent toutes les deux à un moment de leur vie où on est plus proche de la fin que du début. Les passions, les aventures à vivre, les choses terribles ou autres, ça va être derrière, il n'y a plus grand chose à découvrir. Et ce que dit Lagertha, c'est que maintenant les dernières choses qui vont être à découvrir, les dernières choses qui vont être à vivre, ça va être dans l'au-delà en fait. Que ce soit pour Judith qui ira au paradis, en paradis vu tout ce qu'elle a fait, elle a intérêt à donner des sacrés pots de vin à l'entrée parce que je sais pas comment elle va faire. Hein. Et Lagertha qui devrait aussi aller au Valhalla, j'arriverai à le dire un jour. Pareil, elle n'a pas fait que des trucs super soft, donc à voir aussi si elle va y aller. Donc l'annonce officielle que Judith va vraiment mourir, effectivement, comme j'expliquais dans la review précédente, ça explique beaucoup de choses, et notamment le fait qu'elle a accéléré les choses et qu'elle a préféré tuer Ethelred. Tant qu'elle était encore vivante, elle pouvait faire quelque chose, et une fois qu'elle serait plus là, très clairement, Alfred était à ce moment-là pas capable d'assumer les choses, et donc valait mieux qu'elle s'en occupe plutôt que finalement elle meure, et qu'après sa mort, Ethelred s'occupe de son frère. Donc voilà, même sans excuser, parce que de toute façon c'est inexcusable et c'est horrible, ça explique pas mal de choses, ça explique son comportement un peu brut de pomme aussi avec Alfred. Maintenant, Judith, qu'est-ce qu'il va lui rester à faire à part donner des bons conseils à son fils et continuer un petit peu de le brusquer? Je pense surtout qu'elle va avoir un travail à faire avec Elswith, parce que Elswith, ça se voit qu'elle est très jeune, qu'elle est très naïve ou très gentille, qu'elle manque pour l'instant de caractère. Judith va devoir la forger, va devoir la renforcer, quitte à lui rentrer dedans, à lui faire peut-être des crasses pas possible, même si toutes les deux elles s'apprécient beaucoup, c'est un petit peu je pense comme sa fille, mais elle va devoir la renforcer parce qu'il faut que Alfred puisse compter sur quelqu'un de puissant. Judith a été une épouse très très forte et il lui faut une épouse très très forte. Peut-être même va-t-elle demander à Oubé de veiller sur Alfred, c'est possible, je vois bien une scène comme ça, j'adorerais voir ça. Judith qui demande à Oubé de ne jamais trahir Alfred et d'être à ses côtés quoi qu'il arrive, de le protéger contre toutes les trahisons, tous les complots, tous les gens qui lui veulent du mal. J'aimerais voir ce genre de scène là, qu'elle fasse quelque chose avec Elswith, qu'elle fasse quelque chose avec Oubé, et puis un dernier dialogue poignant avec Alfred, ça serait bien, et peut-être même avec Lagertha. Quant à Lagertha, je ne sais pas. Je vois bien Lagertha aller pour une dernière fois sur le terrain, aller se battre dans une dernière bataille, la bataille finale. Pourquoi pas irait-elle rejoindre au dernier moment Bjorn et les autres pour destituer Ivar et donc reprendre Kattegat? Je pense que ce serait quelque chose d'hyper symbolique, et si elle devait mourir, voilà, je préférais qu'elle meure en reprenant Kattegat plutôt qu'autre chose, et d'ailleurs de la main d'Ivar, puisque de toute façon le voyant m'avait dit, elle devait mourir de la main d'un des fils de Ragnar, et soit Ivar peut effectivement la tuer, soit l'un des autres fils de Ragnar pourrait mettre fin à ses jours pour lui éviter des souffrances ou quoi. En tout cas, je la vois bien se battre une dernière fois sur le terrain, mourir en tant que guerrière, je ne vois pas les choses autrement, enfin la voir mourir de vieillesse, j'ai un peu de doute par rapport à ça. Donc ouais, un épisode mi-figue mi-raisin, cette deuxième partie de saison est mi-figue mi-raisin, il y a des éclairs de génie, il y a des choses qui sont intéressantes, et en même temps, en termes de rythme, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, j'ai regardé l'épisode et j'ai regardé 2 fois. Imaginez-vous, moi je regarde 2 fois les épisodes. Justement, des fois je suis à moitié de l'épisode, je me dis mais c'est long, j'étais à 25 minutes, c'est long en fait, c'est très long, parce que la plupart des trucs intéressants se trouvent souvent en fin d'épisode, donc c'est compliqué. Donc normalement, le prochain épisode, on est sur le début de la bataille contre Ivar. Je pense que ce sera en gros, ce sera en 2 parties du coup, épisode 19
19 et 20 ce sera la bataille contre Ivar. Je pense qu'on peut s'attendre à des surprises comme je disais par rapport à ce qu'a dit le voyant, certains vont justement se retrouver à entrer dans les ténèbres. En fait je trouve que dans cette saison 5, le problème c'est qu'on savait plus trop quoi faire des personnages, on a fait des twists qui servaient plus ou moins à grand chose, enfin voilà, on sait plus trop gérer les personnages, c'est-à-dire qu'en termes d'événements il y a des trucs super intéressants qui se passent, mais en termes de gestion des personnages, où on les place, ce qu'ils vont faire, interagir avec qui ils vont être ennemis, tout ça, là ça a été complètement foiré. Je trouve que ça a été le gros bémol. Et... enfin, on aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez peur pour cette fin de saison, que ce soit décevant, que ça se passe pas comme vous le pensiez, ou quoi que ce soit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout cela. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!